1957, il y a eu un changement de limite dans les structures du FLN et la région est passée non pas aux mains des Kabyles, mais aux mains des Arabes qui venaient du Constantinople. Et à ce moment-là, ça s'est très mal passé avec les villages kabyles parce que c'est les gens du FLN qui arrivaient ont exigé qu'ils fournissent des personnels. Ils ont demandé 25 garçons pour s'engager dans les maquis. Et ils demandaient également 5 filles. Alors ça, les Kabyles ne l'ont pas supporté, parce que c'était totalement contraire à l'honneur kabyle de penser que des filles allaient partir dans le Djebel et allaient être soumises à tout ce qu'on peut supposer. Et donc, à ce moment-là, les gens du village se sont ralliés à l'armée française, ils ont demandé des armes, et donc on a constitué une arca, et puis on a donné des fusils de chasse dans les villages en autodéfense. Alors autrement dit, les vieux montaient la garde dans le village, jour et nuit, et les jeunes étaient en opération. À travers la sauvagerie des exécutions qui ont décimé les harkis, le FLN montre qu'il n'a pas pardonné à ceux, beaucoup plus nombreux, qui avaient choisi la France. En 1960, les effectifs des harkis atteindront 63 000, répartis en 800 harkas. Joints aux Mohasni et aux autres supplétifs, ils représenteront près de 200 000 hommes qui ont choisi la France, alors que les effectifs rebelles culmineront quant à eux à 48 000 en 1958. Ce fait, ajouté au revers militaire de la LN et à la surenchère des résistants de la dernière heure, sera la cause principale de la sauvagerie pratiquée à l'encontre des harkis après l'indépendance. Pourtant, des garanties orales leur sont d'abord fournies et le texte de l'accord de cessez-le-feu précise que les deux parties s'engagent à interdire tous les actes de violence collective et individuelle. Tout le monde pensait que la France allait faire le nécessaire pour ne pas abandonner ses soldats. Les militaires qui étaient à l'époque sous le drapeau français croyaient vraiment à la France et que la France allait les aider, les occuper d'eux, ne pas les abandonner, ça c'est sûr. De février à juillet 1962, des directives parfois contradictoires s'attachent à régler le sort des supplétifs à qui sont proposées plusieurs options. Licenciement avec prime, contrat civil de quelques mois, engagement dans une force d'action locale ou engagement dans l'armée française pour les plus jeunes. La moitié de ceux qui sont partis ont refusé leur prime. Et moi, je peux vous dire que là où j'étais, ils refusaient leur prime en disant « Je laisse l'argent de la France. La France nous a trahis. » Mais la décision qui va sceller le sort des harkis, c'est celle de les désarmer. On arrive et sur un dernier village qu'on devait aller voir, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un drapeau français qui flotte au vent. Et donc on y arrive, et devant ce drapeau, une dizaine de harkis au garde à vous. On descend, on nous rend les honneurs et on les rend. Et puis le maire musulman arrive, nous salue et nous invite les officiers à prendre le thé. Et mon compagnon de compagnie dit « Mais, monsieur le maire, vous savez ce qu'il y a autour ?»« Ah oui, je sais, il y a une ferka là, il y a une katiba là. » Mais, monsieur le maire, vous n'allez pas tenir. Ouais, on tiendra. Ils sont déjà essayés il y a 15 jours, on les a étriés. Non, ne vous inquiétez pas pour nous. Et notre commandant de compagnie lui dit, ah oui, monsieur le maire, mais il y a un X et vous devez rendre vos armes. Je vois l'horreur de la situation, parce que dans le bled, on ne s'en rendait pas compte. Et ce maire lui a répondu, Mektoub, faites ce que vous devez faire. On a rencontré donc d'autres harkis, je me souviens d'une soirée passée avec eux en bivouac. Ils étaient autour de nous et on était une petite section devant eux. Et on ne parlait pas, personne ne parlait. Et j'ai même écrit dans mon petit journal de bord que ces supplétifs nous regardaient avec un air sombre, interrogateur et un peu envieux. Parce que nous, on allait être rapatriés et on les abandonnait. Voilà. Le 26 mars,
Le colonel Boumedienne, chef de l'armée de l'extérieur, lance un appel général à la désertion des frères algériens avec promesse de pardon. Mais ses directives secrètes au Wilaya prescrivent de se montrer conciliants envers les Harkis afin de ne pas provoquer leur départ en métropole, ce qui leur permettrait d'échapper à la justice de l'Algérie indépendante. On ne sait pas très bien ce qui se passait. C'est après qu'on a vu les gens qu'on fusillait sur les routes à distance, on regardait à la jumelle, et vous imaginez la fureur des officiers, des sous-officiers, des hommes de troupe devant ce spectacle qu'on voyait à la jumelle et on ne bougeait pas, l'arme au pied. Le choix, non. Aucun regret. Non, aucun. Le seul regret que j'ai, il est énorme. Et je crois qu'avec l'âge aidant, c'est que j'ai trompé des gens pour les faire venir à la France. J'en ai fait rallier des gens. J'en ai fait venir beaucoup. Des gens du FLN comme de la population civile. C'est mon seul regret. Mais mon action à moi, ma position à moi, aucun regret. La France n'a pas à rougir, elle a laissé de belles choses en Algérie. On a déformé l'histoire pour quelle raison, on ne sait pas. Et je vous dis, les politiques n'ont pas été à la hauteur, qu'ils soient de gauche comme de droite. Ils ont été infects avec cette histoire d'Algérie.